Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Basma Bonnefoy. Bonjour Basma. Bonjour Mariam. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Aujourd'hui, on est là pour parler de toi, de ton parcours. Est-ce que tu peux commencer à nous expliquer dans les grandes lignes ton parcours qui t'a mené jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui ? Alors avant tout, merci pour cette invitation. Je suis ravie de passer ce moment avec toi. Alors moi, j'ai 47 ans aujourd'hui. Je suis maman de 3 enfants. Et je suis aujourd'hui dans le groupe M6 depuis 17 ans. Ça fait 17 ans que j'évolue sur différentes fonctions. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de directrice générale adjointe des radios du groupe. Les radios du groupe, c'est RTL, RTL2 et Fun Radio. Et avant ça, j'ai passé 8 ans dans le conseil, dans un cabinet qui s'appelle Accenture, surtout sur le secteur du retail, donc rien à voir avec la télé, rien à voir avec les médias. Et j'ai rejoint le groupe M6 après une année sabbatique que j'ai prise avec ce qui est devenu depuis mon mari pour voyager pendant 1 an. Alors moi, je suis la fille aînée d'une fratrie de 6 enfants. Je suis la 3e, donc on est 2 filles et j'ai 2 grands frères. J'ai grandi dans le sud de la France, dans une ville qui s'appelle Saint-Laurent-du-Var, pas très loin de Nice, d'un couple maroco-tunisien. Donc ma mère marocaine, mon père tunisien. Ma mère est arrivée en France à l'âge de 18 ans, après avoir fait des études. C'est l'aînée d'une fratrie de 12 enfants. Et elle ne trouvait pas de travail et on lui a proposé un contrat pour travailler dans une usine en France. Et donc elle a suivi un voisin à l'âge de 18 ans pour arriver dans le sud de la France et travailler dans cette usine. Mon père, lui, a une enfance plus chaotique. Il a perdu son papa à l'âge de 8 ans, qui les a laissés, ses 5 frères et sœurs et sa mère, dans une extrême pauvreté. Et puis, il s'est engagé dans l'armée française pendant 3 ans. Et puis, il est arrivé en France, pareil, dans les années 70. Et puis, mon père a travaillé ensuite longtemps comme ouvrier dans le bâtiment et ma mère comme femme de ménage. Donc voilà, j'ai eu des parents qui m'ont appris la valeur du travail. Et quel lien tu avais avec le Maroc, avec la Tunisie qui sont les pays d'origine? Alors le Maroc, un lien très fort. En fait, je suis née en France, je suis née à Nice. Mais ma mère qui travaillait, qui n'avait pas les moyens de payer une nounou, m'a confiée à ma grand-mère à l'âge de 6 mois. Mes grands-parents qui sont tous les 2 décédés du côté de ma mère étaient des seconds parents pour moi. Et Basma, les études, comment ça s'est passé pour toi ? Alors les études, donc moi j'aimais beaucoup l'école. Moi à l'époque, j'y connaissais rien et puis dans ma famille personne n'y connaissait rien aux orientations universitaires et donc je me disais il faut que je travaille vite pour gagner vite de l'argent et donc je voulais être éducatrice spécialisée. Et le prof de français qui a découvert mes choix d'orientation avait piqué une colère en pleine classe, je me souviens, qui m'avait dit « mais je ne comprends pas, mais si toi tu fais pas une seconde générale, il n'y a personne ici qui peut faire une seconde générale. Je t'interdis de ne pas faire une seconde générale. » Et donc, tu penses que ça t'a permis d'échapper à un certain déterminisme ? Déterminisme social évident, parce que je n'avais pas les mêmes amis, parce que les parents de mes amis avaient des métiers qui me permettaient de comprendre qu'il y avait d'autres possibles, de comprendre que là où on était né, ça conditionnait beaucoup de choses. Et
et que là où j'étais née, j'avais beaucoup de contraintes dont j'avais pas forcément conscience avant de sortir, d'avoir ces petites fenêtres sur d'autres milieux. Et donc, conseillée là encore par des professeurs, parce que j'avais des bons résultats, je choisis une voie scientifique sans vraiment savoir ce que je vais faire. Et puis, à l'issue de cette voie scientifique, de mon bac S, je me prédestine à un IUT gestion commerciale pour vite travailler. Et là, c'est un éducateur de la MJC dans laquelle j'ai grandi qui a parlé avec une amie prof de français dans une prépa. Elle lui conseille de me proposer de m'inscrire pour poursuivre mes études dans cette prépa. Alors moi, prépa, HEC, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vois le dossier qui me présente, c'est un lycée privé, c'est payant, c'est pour faire une école de commerce qui est payante ensuite. Donc j'évacue tout de suite, je lui dis non, mais c'est pas pour moi. Et puis, dans ses attributions, il organisait des sorties culturelles et il avait organisé une sortie pour aller voir Janet Jackson en concert à Marseille. Je veux y aller, il me dit, je vais convaincre tes parents de te laisser y aller à une condition, c'est que tu remplisses le dossier et que voilà, tu tentes ta chance dans cette prépa. Alors ça m'engageait à rien, remplir un dossier, donc je remplis ce dossier. Je vais au concert de Janet Jackson. Il avait eu la bonne idée de noter son numéro de téléphone comme contact dans le dossier, et donc mon dossier est retenu et je suis appelée pour des entretiens. Et donc, je suis retenue pour faire cette prépa. Je passe de ma cité à cette prépa avec une population très, très privilégiée. Et j'ai vraiment, vraiment du mal. Puis donc, après la prépa, l'école de commerce, donc de Nice, je pars à Nancy. Et donc, à l'issue de cette année, de ces 3 années d'école de commerce, je fais une année de césure dans un cabinet de conseil chez Accenture. J'y arrive au moment de la bulle Internet, et parce que j'ai ma meilleure amie qui me dit il faut absolument que tu ailles chez Accenture. Alors je lui dis, je regarde et je lui dis mais oh là là, c'est de l'informatique, je suis nulle en informatique. Elle me dit non mais ça paye hyper bien. Et puis dans ton CV c'est super d'avoir, même si c'est pas ça que tu veux faire, d'avoir cette carte de visite. Sur ces conseils, je passe les entretiens, je suis retenue et donc d'abord pour un stage de 6 mois. Donc j'arrive, je me souviens de ma tutrice, en tout cas celle qui m'accueillait dans son équipe, qui me demande est-ce que tu connais Word? Non. Excel? Non. PowerPoint? Non. Et qui s'est décomposé en se disant ça va être un gros boulet. Et finalement, pas du tout. Voilà, ça s'est très très bien passé. On m'a proposé un CDI. J'y suis restée 8 ans. J'ai évolué. Parlons maintenant de ton rôle de dirigeante aujourd'hui. Donc tu travailles pour un grand groupe. Avec le parcours que tu as, que tu viens de nous raconter, avec ton enfance, d'où tu viens en fait, aujourd'hui, quel genre de dirigeante tu es ? Alors, j'essaye en tout cas d'être quelqu'un de très ouvert. Je ne suis pas dans une posture de chef. Je trouve que c'est important d'avoir un ancrage avec les équipes, quel que soit le niveau. Qu'il n'y ait pas ce sentiment de la hiérarchie, donc je ne peux pas dire, ou je ne peux pas lui parler, ou je ne peux pas exprimer telle ou telle chose. J'essaye en tout cas d'instaurer un climat de confiance qui fait que le dialogue est possible, même si on n'est pas d'accord. Et c'est d'ailleurs souvent ce qu'on me dit, c'est
on peut ne pas être d'accord avec toi, mais on peut te le dire. Et ça, je trouve ça très, très important d'avoir cette accessibilité et cette ouverture au dialogue. Et toi, est-ce que tu penses que ton parcours a été un frein ou une chance pour ton rôle de dirigeante aujourd'hui? Alors moi, je trouve que c'est une chance. Je trouve que c'est une chance, mais ce que je te partage là, et ce que je partage, c'est quelque chose que je n'aborde pas dans le milieu professionnel. Pourquoi? Ça relève de l'envie de ne pas être mise dans une case, en fait. Quand je dis que la chose importante, c'est le déplacement, c'est cette liberté. Moi, je suis quelqu'un qui prône vraiment la liberté dans tous les sens du terme. Et cette case, elle est très enfermante, mais beaucoup plus qu'une limite physique. Donc, j'essaye, moi, de ne pas mettre les gens dans des cases. Et aujourd'hui, en tant que dirigeante, est-ce que tu dois prouver plus que les autres? Est-ce que tu as l'impression que tu dois prouver plus que les autres? En tant que femme, avec le parcours que tu as? En tant que femme, on doit toujours prouver plus. En tant que femme, dans des environnements qui sont beaucoup masculins, c'est parfois difficile de faire sa place avec la juste mesure, c'est-à-dire sans être trop agressive ou paraître trop assertive. C'est-à-dire que l'assertivité chez un homme, c'est une qualité, chez une femme, c'est de l'agressivité. Voilà, tous ces qualificatifs et ces adjectifs auxquels on vient mettre trop quand c'est une femme. Donc, il faut trouver la juste mesure, il faut trouver sa juste place et c'est pas toujours évident. Donc, je dirais que être une femme avec ce parcours aujourd'hui, c'est presque une chance. Je trouve que le courage managérial, c'est une qualité, une compétence que beaucoup de femmes ont et que les hommes ont parfois tendance à laisser aux femmes. Voilà. Est-ce que tu as dû relever des défis en tant que dirigeante? Alors moi j'ai eu une expérience assez compliquée avec un manager qui était, comment dire, dans une sorte de manipulation. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, il le prenait à son compte. Et donc, il m'avait totalement invisibilisée dans tout ce que je pouvais apporter dans l'entité dans laquelle je travaillais. Je m'en suis beaucoup voulu. J'ai eu vraiment un moment où j'ai eu vraiment l'envie de partir. Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de remise en question. Ça a été vraiment un moment très, très compliqué. Il y a une phrase comme ça de Eleanor Roosevelt qui dit « Personne ne peut te faire te sentir inférieur sans ton consentement. » Et en fait, au début, ça paraît un peu, oui, enfin, ça dépend des cas, mais oui. C'est-à-dire que là, j'avais consenti à m'invisibiliser. Il y a plein de fois où je produisais des choses sans avoir été conviée à la réunion, sans être conviée au moment où cette présentation que j'avais faite était réalisée auprès de la direction. Je faisais tout et je lui envoyais sans me rendre visible. Donc j'ai consenti aussi à cette invisibilisation. Basma, est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire? Alors, moi, il y a plein de femmes qui m'inspirent. Il y a beaucoup de femmes. Alors d'abord, il y a bien évidemment ma mère, il y a ma grand-mère. Enfin, voilà, je pourrais faire toute une lignée familiale. Moi, j'ai grandi en écoutant Kelsoum, l'astre d'Orient, qui a une vie incroyable.
dans ces années-là, avoir une femme et le pouvoir de cette femme, quand je me souviens au Maroc, quand je passais devant les cafés où les hommes étaient attablés à écouter Kelsoum, je me disais quel pouvoir cette femme dans une société patriarcale vraiment incroyable. Et j'étais fascinée vraiment par cette grande dame. Voilà. Qu'est-ce qui te fascine dans ces femmes? Qu'est-ce qui t'inspire justement dans toutes ces femmes? Dans toutes ces femmes, c'est cette capacité à casser le prédéterminisme dans lequel elles étaient. Elles ont pris une place et qui nous semblait impossible. Et en prenant cette place, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai ressenti, c'était toi aussi c'est possible. Est-ce que tu as un conseil à donner pour justement toutes ces jeunes filles qui sont peut-être comme toi, tu étais il y a quelques années Je dirais que le plus grand frein, c'est nous. Voilà, donc de croire en elles vraiment et de ne pas attendre la validation des autres. Personne en fait, n'a, comment dire, le pouvoir de valider ce qui est possible ou pas possible pour chacune d'entre nous. Merci beaucoup Basma pour cet entretien vraiment agréable à ton image. Merci et je vous dis à la prochaine fois. Merci.